et vous allez faire la rencontre telle qu'elle pourrait se dérouler dans votre bibliothèque, dans votre librairie. Ça fonctionne extrêmement bien. J'ai regretté de ne pas avoir de caméra parce que les personnes, j'aurais aimé vraiment filmer ça parce qu'ils jouaient à un jeu formidable et en particulier les auteurs, ceux qui avaient la place de l'auteur, jouaient l'auteur de façon merveilleuse. Et j'aurais aimé les filmer et les montrer aux auteurs au moment des petites fugues. Je pense que ça aurait été vraiment un moment délicieux. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec tous les médiateurs ont le nom de leur auteur, l'adresse, ils ont préparé leur rencontre. Et nous allons, nous de notre côté, le CRL, travailler une plaquette. C'est-à-dire qu'évidemment, nous allons faire une plaquette, une affiche, une campagne de communication. La plaquette est partie à l'imprimerie hier, avec donc il y a 40 pages, avec une affiche. Et cette affiche va être imprimée de façon assez large pour pouvoir en envoyer à chacun des lieux qui vont recevoir un auteur. Et également, nous allons faire des toutes petites affichettes que nous allons pouvoir coller sur l'affiche même pour signaler le nom de l'auteur, l'heure, etc. Donc le CRL est très engagé jusque-là pour accompagner les personnes qui vont recevoir un auteur, parce que certaines n'ont pas de moyens, certaines sont des bénévoles, il ne faut pas l'oublier. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas de moyens financiers, qui n'ont pas l'habitude. Donc le CRL met à disposition ses moyens et son savoir-faire. Puis la campagne de communication est lancée, le CRL fait un dossier de presse. Dans certains territoires, par exemple dans le Jura, il y a une conférence de presse qui est organisée. Des contacts directs avec les journalistes sont pris. Puis les auteurs vont arriver enfin. Et là, il y a toute la question de l'accompagnement. Vous imaginez 15 jours de rencontres avec des temps forts. Ce qui a été appelé des temps forts, c'est des temps où, comme l'auteur va être très solitaire pendant ces rencontres, il est un peu frustré de ne pas rencontrer d'autres auteurs. Donc il y a 4 temps forts cette année sur toute la région qui vont permettre aux auteurs de passer un moment ensemble, moment où il y aura des interviews, des lectures et un moment assez festif où il y aura aussi de la musique, un ensemble, une construction globale de la soirée ou de l'après-midi qui permet de donner un caractère très festif à ces moments de lecture, de rencontre avec un auteur. Donc l'auteur va arriver, il va sillonner les routes, donc il va être accompagné en voiture vers ces endroits de rencontre. Là, chaque lieu d'accueil aura préparé ou une collation dans un lycée ou aura préparé un petit repas selon l'heure de la rencontre. Et là, nous faisons appel aux bénévoles parce que le CRL 5 personnes ne peut absolument pas assurer tout le transport des auteurs parce que c'est tard dans la nuit, parfois dans la neige parce que c'est au mois de novembre, donc il y a des contraintes météo qui sont parfois lourdes. Donc nous avons, le CRL a une équipe de bénévoles très motivés qui accompagnent les auteurs et qui les emmènent au point de rencontre. Parfois les lieux d'accueil sont contents d'avoir quelqu'un du CRL en soutien, en se disant si je n'arrive pas, si je suis trop intimidée, le CRL va me soutenir. Voilà, donc ça c'est un moment très fort dans l'année. Chaque auteur est rémunéré, c'est-à-dire que c'est important de le dire, c'est-à-dire que le CRL Franche-Comté a toujours respecté cette dimension-là de rémunérer les auteurs. Et ce sont toujours des moments très riches. Je n'ai jamais connu les petites fugues que de façon très parcellaire puisque je suis arrivée seulement cette année. J'ai entendu tous les échos, à la fois des auteurs, des éditeurs de ces auteurs, des lieux d'accueil qui sont vraiment très enthousiastes et qui s'y préparent tout au long de l'année. Donc on est vraiment sur un rôle de la part du CRL de rassembler tous ces acteurs, toutes ces personnes que le livre rassemble, que la littérature attire, et quel que soit le niveau de l'intervention, quel que soit, tout le monde a le droit à la littérature, au livre, et c'est un côté extrêmement enthousiasmant. Donc pour le CRL Franche-Comté,
il y a 2 manifestations littéraires jusqu'à maintenant. Il faut que je vous dise que les petites tudes, par exemple, représentent 45% du budget de notre structure, donc c'est vraiment très important. Et une autre manifestation est portée jusqu'à maintenant en juillet, mais sur un territoire beaucoup plus petit, dans ce qu'on appelle le triangle d'or, Arbois, Poligny, Salins. C'est en plein cœur du Jura. Et là, c'est très lié à la littérature mets et vins. Et la promenade, la découverte du paysage, et c'est une manifestation qui n'est pas exactement construite de la même manière que les petites fugues, mais qui a comme objectif fort, évidemment, de faire entrer la littérature de création de qualité au plus petit recoin du territoire franc-comtois. Voilà. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Oui, monsieur. Attendez, il y a un micro qui vous arrive. Oui, Gilles Million, je suis libraire. Alors autant vous dire que j'écoute la description de ce projet avec beaucoup d'envie. Est-ce que vous pourriez nous donner une petite liste ou quelques noms des auteurs qui sont invités? Et j'ai une question, une interrogation s'agissant d'un projet porté par le CRL. Comment réagissent les auteurs locaux et les éditeurs locaux qui, a priori, ne semblent pas pouvoir être intégrés dans la logique du projet? Alors, auteurs locaux, il y en a. Je vais vous parler de ce que je connais. Dire que cette année, où nous avons un auteur local qui vit à Besançon, qui s'appelle Christophe Fourvel, qui est invité. Et les auteurs locaux sont peut-être moins présents pendant cette manifestation des petites fugues jusqu'à maintenant, puisqu'ils sont présents toute l'année. Donc là, les petites fugues étaient réservées à des auteurs hors région. Ça, c'est ce que j'ai observé. Alors, comment allons-nous faire dans les années à venir? Je ne sais pas. Il y a toujours eu quand même des auteurs invités de Franche-Comté chaque année. Enfin, moi, j'ai regardé les programmes, évidemment. Alors, les éditeurs, il y a peu d'éditeurs en Franche-Comté. Il y en a bien sûr, mais il n'y en a pas énormément. Je crois que chaque année, il y avait quand même ou au Dionysie ou aux Petites Fugues, un auteur et un éditeur qui apparaissait dans le programme. Mais en effet, vous avez raison, c'est surtout hors région. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'en tant que libraire, vous êtes libraire. Voilà. Sur 35 libraires répertoriés aujourd'hui, enfin 37, voilà. L'année dernière, il y avait 25 libraires qui participaient aux Petites Fugues. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur chaque lieu de rencontre, il y a une vente de livres. Et chaque opérateur, enfin chaque médiateur du livre est incité par le CRL à faire appel à sa librairie. C'est-à-dire que ça, c'est très très important. Le CRL n'est pas là pour vendre les livres, mais il le fait quand vraiment il n'y a pas de possibilité. Mais là, il prend attache avec un libraire aussi. C'est-à-dire que ça se passe vraiment, le CRL s'attache vraiment avec aux professionnels. Enfin, on travaille avec les professionnels du livre, voilà. Mais c'est vrai que la question de l'auteur de proximité et l'auteur national, voilà. Mais on n'est pas dans de la dédicace, on n'est pas dans une communication, une surcommunication. C'est même parfois pas facile parce que les budgets sont quand même très petits pour le CRL. C'est un tout petit budget par rapport à une manifestation, même comme les Mots-Doux, qui est une manifestation qui se passe sur 3 jours à Besançon, qui reçoit beaucoup d'auteurs, mais surtout des auteurs en dédicace. Là, bien sûr, il y a quelques dédicaces, mais c'est pas le but. Par exemple, la plaquette dont je vous parlais tout à l'heure, elle est tirée à 16 000 exemplaires. Elle est envoyée par notre fichier, un fichier de deux personnes physiques et non pas de professionnels, à 9 000 personnes, toutes les personnes qu'on a rencontrées ici ou là. Et puis, on envoie des projets, enfin des nombres importants de plaquettes à tous les acteurs du livre de la région. Voilà. De cette année ?
Ah oui, ben alors je vais pouvoir David Bosque, Joël Baquet, Christophe Fourvel, Ingrid Taubois, Pascal Rebeté, Jérôme Leroy, René Frény. Il y a souvent un auteur de polar, et puis il y a des auteurs suisses. J'ai oublié de vous dire que chaque année il y a des auteurs suisses pour travailler le transfrontalier. Ça c'est important. Cette année il y aura 6 auteurs suisses. Voilà. Parce que le CRL a toujours travaillé avec la Suisse depuis un certain nombre d'années. Voilà. Oui. Oui. Une question me semble naturelle. Une question qui me semble naturelle, disais. Il n'y a pas de CRL en Alsace. La CIL occupe un peu cet espace. Vous parliez de budget. Vous pouvez peut-être nous donner un ou deux chiffres? Bah oui, bien sûr. Alors, pour les petites fugues, alors, moi je peux vous donner le budget du CRL Franche-Comté. C'est 540 000 euros par an. 540 000 euros. Oui. C'est noté. Et les petites fugues, c'est 240 000 euros. Oui. Voilà. J'espère que la région et la DRAC sont toujours encore dans la salle. Tu l'as noté, Gilles? Oui, je peux parler sans micro. Concernant justement les auteurs nationaux. Oui. Alors, il y a plein de chemins. Il y a les lectures personnelles, les liens, les auteurs venus les années précédentes qui parlent d'un autre auteur. Il y a les contacts avec les attachés de presse. Il y a les déplacements sur d'autres salons du livre où on fait des rencontres. Il y a nos collègues des autres régions. Il y a, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas une façon de faire. C'est-à-dire que cette année, par exemple, je suis désolée, mais la parité n'est absolument pas respectée. Nous nous sommes rendus compte après. Il y aura très peu de femmes et j'en suis absolument désolée. Nous rattraperons la chose l'année prochaine. Oui. Vous avez parlé du transfrontalier avec la Suisse. J'aimerais savoir si la Suisse participe aussi à votre manifestation. Concrètement, est-ce que vous avez des francs suisses dans votre budget, et est-ce que, je pense en particulier à Pro Helvetia, oui, qui est un organisme suisse qui soutient beaucoup ces auteurs, qu'ils soient francophones ou germanophones, à l'étranger? Oui, nous demandons chaque année une aide à Pro Helvetia qui aide le CRL chaque année. Alors il y a une toute petite difficulté avec Pro Helvetia, je rentre dans les détails parce que pour les questions de rémunération, c'est que la rémunération des auteurs en Suisse est plus élevée que la rémunération des auteurs en Franche-Comté. Donc ça nous pose quand même quelques problèmes, parce que nous ne pouvons pas monter le niveau de rémunération aussi haut que ce que demande Pro Helvetia. Donc voilà, l'auteur est rémunéré à 300 € la rencontre. Voilà, brut. L'auteur suisse? Comment? L'auteur suisse, oui, ou l'auteur? Oui, ouais, l'auteur suisse. Ce sont les tarifs aussi pratiqués en Allemagne, ouais, pour les auteurs. Ouais. Parce qu'en Suisse, c'est 500 francs suisses qui est demandé. Voilà. Ils demandent que les auteurs suisses soient rémunérés à 500 francs suisses. Et nous, on rémunère à 300 €. C'est pas on n'arrive pas au même tarif. Juste pour compléter, et toujours en parlant d'argent, pour compléter la question de Pierre, c'est est-ce que les Suisses, je ne sais pas quel organisme, contribuent au budget dont on parlait tout à l'heure? Pro Helvetia. Oui. Pro Helvetia, oui. Mais juste ponctuellement pour cette manifestation? Oui, oui, oui. Et au prorata du nombre d'auteurs suisses ou forfaitairement dans la manifestation? On fait une demande après avoir envisagé un certain nombre d'auteurs, après avoir invité les auteurs. La demande est faite après l'invitation. On présente et puis on fait une... C'est un partenaire de la manifestation Les Petites Fugues, ce n'est pas un financeur du CRL. Ah non, non, non. D'accord. Oui, merci.
J'aurais voulu témoigner de quelques opérations un peu exemplaires, notamment une opération dont j'ai eu connaissance et j'ai même participé, eu l'occasion d'y participer, en région centre. Alors cette action s'appelle 1000 lectures d'hiver. Et 1000 lectures d'hiver, ce sont des comédiens qui sont invités par des personnes diverses, enfin par le public en fait, à venir défendre un auteur par le biais d'une lecture chez elles, donc en appartement, dans leur maison, etc. Et ça se passe d'une manière formidable, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la diffusion large d'un panel d'auteurs extraordinaires, hein. Ça peut être une cinquantaine, une centaine d'auteurs, je ne sais pas exactement. Et puis il y a la relation avec le comédien aussi qui est très préparée aussi à cette rencontre avec un public qui à chaque fois est relativement limité, une vingtaine de personnes hein, par exemple, invité donc par l'accueillant, la personne qui accueille dans son appartement. J'ai trouvé ça une très belle initiative et qui permet justement une très belle promotion de la littérature sur un territoire. La deuxième chose aussi dont je voulais témoigner, c'est une expérience qui a été initiée par un libraire de Metz. Et alors je ne sais plus comment s'appelle cette librairie. Il s'agissait de demander à des lecteurs de présenter à d'autres lecteurs au sein de la librairie leur choix de lecture, c'est-à-dire les lecteurs qui les ont, j'allais dire, qui ont marqué un petit peu leur expérience de lecteur. Donc jalonnant toute une vie parfois. Et donc ces lecteurs venaient avec une dizaine de bouquins, par exemple, importants pour eux, et en faisaient en quelque sorte la promotion. Voilà. Bon, je voulais aussi rebondir sur la personne qui représente la Franche-Comté. J'ai assisté donc à Arbois à cette très belle manifestation qui se déroule, je crois, en juillet, hein, me semble-t-il. Et bon, j'ai assisté à quelques lectures soutenues évidemment par la dégustation de vin. Et je recommande cette manifestation à tout le monde parce qu'elle est extrêmement bien organisée et puis très agréable à vivre dans ces très beaux paysages donc de la région viticole d'Arbois et tout autour, hein, bien entendu. Voilà. Une dernière chose aussi que je voulais dire, j'organise aussi des lectures dans les appartements, etc. Et je trouve que l'expérience que j'en ai, donc je travaillais avec un comédien, l'expérience que j'en ai est toujours formidable. C'est-à-dire que on a, mettons, une lecture. Alors, ce que nous organisons, on privilégie la lecture de poètes. Alors, pour vous citer un exemple, suisse, nous avons organisé récemment une lecture, enfin des lectures, autour du poète Maurice Chapin. Hein. Donc ça se passe de la manière suivante, donc avec les moyens du bord, le comédien, nous organisons une lecture un peu travaillée, mise en espace, etc. Et une heure de lecture, par exemple, nous ouvre sur un espace de discussion et de partage formidable autour de l'auteur, qui est souvent découvert par le public, hein, qui est invité, donc chez la personne aussi. On a souvent 2 heures de discussion autour d'un auteur. Et ce qui génère aussi une curiosité et l'envie aussi de se procurer les livres de l'auteur en question. Voilà. Je veux juste, pour préciser juste ce que vous venez de dire, les 1000 lectures d'hiver en région centre ont été créées par l'Irocentre, hein, qui est la structure régionale pour le livre de région centre. Là, je prêche un peu pour ma paroisse. Et c'est porté par Cyclic et ça représente énormément de travail et ça représente un très gros budget de la part de la région centre. Hein. C'était vraiment une volonté de la région centre de mettre en œuvre une manifestation qui valorise la création littéraire. Mais ça représente, je crois, un emploi et demi sur l'année pour pouvoir organiser ces 1000 lectures d'hiver qui sont une très très belle manifestation.
Pour terminer, pour vous donner un peu d'idée, au CRL Franche-Comté, c'est une personne qui s'occupe de la manifestation et tout le CRL mobilisé au moment de la manifestation. Voilà, donc on a des tout petits moyens pour une grande histoire. Je vais peut-être te passer la parole. D'accord, alors nous allons passer donc au troisième exemple que nous vous proposons, puisqu'on a essayé de diversifier un petit peu les réponses aux défis que nous avaient lancés nos amis de la CIL Alsace, et on les remercie de nous avoir lancé ce défi et de nous avoir invités. C'est toujours très intéressant de lever un peu le nez du guidon et de venir chez les collègues ou futurs collègues voir comment ça se passe. Donc, je pense qu'on a vraiment pris plaisir à travailler sur cette intitulé qui était donc des exemples de collaboration territoriale intégrée pour vous montrer combien les acteurs du livre ont souvent intérêt à travailler ensemble. Donc après un exemple autour de la carte documentaire et celui des petites fugues, on s'est dit que c'était intéressant de travailler un exemple sur l'économie du livre et c'est ce que je vous propose. Je vais vous parler de la manière dont en Languedoc-Roussillon nous avons aidé les acteurs du livre dans leur mutation numérique. Je vais donc vous expliquer en fait comment on est arrivé à ça. Donc ce programme que vous avez normalement sur les chaises et qui nous a fait bien sourire avec Clotilde puisque nous avons organisé au mois de juin une journée qui s'intitulait Le livre et le territoire en Languedoc-Roussillon. Donc voilà, on avait décidé de s'interroger nous aussi. Vous voyez dès l'abord du visuel que effectivement cette interrogation sur le livre et le territoire, elle était fortement ancrée dans la réflexion entre livre papier et livre numérique. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi en Languedoc-Roussillon ça a un sens particulier. Alors, le Languedoc-Roussillon est une région où il n'y a pas d'industrie. Et il y a 30 ans, les élus, en particulier à l'époque le président de région Georges Frêche, s'étaient décidés à donner un ancrage fort vers les nouvelles technologies, puisque c'est un territoire qui d'une part est extrêmement tiré vers le secteur primaire avec de la viticulture, de l'agriculture importante. D'autre part, comme je viens de le dire, n'a pas d'industrie. Et au niveau du secteur tertiaire, il y avait une très grande dominance de tous les services touristiques liés au littoral et à la tradition d'accueil au bord de la mer Méditerranée. Les élus de cette époque se sont donc dit qu'il était intéressant d'ancrer ce territoire vers tout ce qui était TIC pour donner certainement un axe d'avenir à cette région. Et donc, il y a eu beaucoup d'efforts faits pour attirer, par exemple, un très important centre IBM, pour localiser aussi à Montpellier des structures d'envergure nationale, voire internationale, comme l'ABES, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, dont tous les silos de conservation des données sont à Montpellier. Donc c'est un centre extrêmement important et sécurisé de conservation des données informatiques de tout l'enseignement supérieur. Et cette politique a porté ses fruits puisque au niveau des structures privées, des grosses entreprises comme par exemple Ubisoft, qui est une société française mais qui travaille sur le jeu vidéo, qui est troisième au secteur mondial des jeux vidéo, est aussi implanté à Montpellier, qui a donc ce côté un peu Silicon Valley à l'américaine, mais implanté donc dans le sud de la France. Tout ça pour vous dire que cela fait déjà de nombreuses années que nos financeurs, la région Languedoc-Roussillon et la DRAC Languedoc-Roussillon, nous ont demandé, et d'ailleurs je pense qu'à l'époque je n'étais pas là, mais la structure avait déjà de manière autonome compris cet enjeu numérique, nous ont demandé de regarder comment le livre numérique pourrait finalement entrer en synergie avec les autres acteurs des nouvelles technologies du territoire du Languedoc-Roussillon. Alors comment on s'y est pris ? On a décidé justement, et c'est là que la collaboration territoriale intégrée prend tout son sens, de monter des groupes de travail à partir de 2011, et des groupes de travail qui concernaient en fait chaque maillon de la chaîne du livre. Donc le premier, le plus facile à monter, a été un groupe de travail avec les éditeurs.
Et pour ça, on s'est tourné vers une autre agence qui s'appelle Transfert LR et qui est une agence portée par l'État et la région et qui accompagne les entreprises, alors bureautiques, mécaniques, tout secteur, vers justement leur appréhension des nouvelles technologies. Et avec Transfert LR, on a proposé une réflexion commune aux éditeurs. Assez vite, ils ont répondu présent et au terme donc de 4 ans, je vais vous donner un chiffre. On a fait récemment un petit travail de statistique sur les chiffres clés du livre et on s'est rendu compte donc en 2010, 9% des éditeurs du Languedoc-Roussillon, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une centaine d'éditeurs, 9% d'entre eux étaient impliqués dans cette démarche numérique. Aujourd'hui, en 2014, on est à 44%. Donc c'est quand même assez massif. Et lors de cette journée, donc le livre et le territoire qui était en juin, on a montré les productions et on a donné à entendre les démarches d'une vingtaine de maisons d'édition. Alors, je vous propose de regarder sur le site pour retrouver ces ressources-là. Vous allez sur notre site, donc www.lr2l.fr. Dans la barre de recherche, vous tapez offre numérique et vous allez tomber donc sur une carte interactive avec un EPUB 3 qui va vous permettre de télécharger des livres numériques proposés par ces 20 maisons d'édition du Languedoc-Roussillon. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet accompagnement, on a rencontré une vraie diversité de demandes et on a essayé donc d'adapter les réponses de la manière la plus variée possible, puisqu'on a à la fois des maisons d'édition jeunesse qui ont voulu travailler plutôt sur l'aspect ludique et interactif dans les livres numériques qu'ils proposent aux enfants. On a des maisons d'édition en littérature, donc en noir, qui proposent plutôt en fait leurs livres numériques pour des usages en mobilité et donc des gens qui sont des grands lecteurs et qui veulent amener beaucoup de littérature générale, par exemple. On a aussi des maisons d'édition comme Biotope, qui sont des maisons d'édition plutôt en matière documentaire et qui offrent des guides, beaucoup de choses autour, par exemple de la garrigue ou de la faune maritime, et qui du coup vont proposer avec du livre numérique des zooms extrêmement intenses pour rentrer à l'intérieur, je sais pas moi, des insectes ou des oiseaux, des ressources variées. On peut entendre les sons des oiseaux, on peut se promener avec ces guides dans la nature et du coup avoir en interactivité sur le territoire des informations sur la faune et la flore qui vous entourent. Donc vous voyez, des livres numériques qui ont quand même rien à voir les uns avec les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de cet accompagnement est née une start-up qui s'appelle EBK et qui est donc un collectif d'éditeurs qui se sont groupés pour proposer la création d'un logiciel donc qui devait s'appeler au départ eBook LR et qui petit à petit est devenu EBK puisque le type d'EPUB que vous générez s'appelle un point EBK, tout comme on peut avoir des points doc ou des points PDF. Voilà. Donc ça a été la démarche qui est partie assez vite dès 2011 et qui aujourd'hui donne les résultats auxquels je viens de faire allusion. En parallèle, on a travaillé bien sûr avec les libraires. Alors là, les libraires, vous imaginez que la question était de les aider dans leur veille. Je pense que certains d'entre vous dans la salle sont libraires. On sait combien le quotidien est extrêmement contraint pour vous et combien se documenter sur les différents services qui permettaient de vendre en ligne. Je pense aux solutions des libraires.fr ou de libraires de différentes associations qui se sont organisées pour proposer ça. C'était pas très simple. On savait aussi que monter son propre site internet de vente en ligne ou demander à son fournisseur de site web la brique boutique vente en ligne, c'est pas toujours évident. Donc on l'a fait pour eux. Voilà, ce groupe de travail libraire et numérique a été l'occasion de faire venir en région des prestataires et de leur demander de proposer et de tarifer aux libraires du territoire des services qui permettaient de répondre à leurs demandes. Donc on a des choses très variées. On a la librairie Sorams, qui est un des gros libraires de notre région, qui elle a développé une brique qui marche très bien aujourd'hui à Perpignan
récemment, Jean-Marie Sevestre, le PDG, avait dit par exemple que le site soroms.com tous les lundis matins expédie énormément de livres puisqu'ils ont une profondeur d'assortiment assez grande et qu'ils s'étaient rendu compte par exemple que beaucoup de Parisiens le dimanche vont sur soroms.com et trouvent les livres qui les intéressent et donc l'expédition a lieu le lundi matin. On a d'autres libraires qui se sont affiliés par exemple au libraire.fr et qui sont très contents de cette proposition. Voilà pour ce deuxième maillon de la chaîne du livre. On a aussi des auteurs qui étaient très intéressés par ces expérimentations et pour lesquels la question de la création numérique posait de tout autre problème. Alors ça allait de moi j'ai envie de continuer à écrire mes livres, mais je sens qu'il est important pour moi d'écrire un blog et de communiquer avec mes lecteurs. On avait d'autres auteurs qui étaient plus innovants et qui étaient tentés par de l'écriture et des nouvelles écritures, c'est-à-dire faire aussi un va-et-vient avec de l'écriture en ligne, c'est-à-dire peut-être de la vidéo, peut-être du son, des écritures aussi plus quotidiennes, puisqu'en fait l'accès au numérique permet, je dirais, un va-et-vient entre l'œuvre et le lecteur qui est beaucoup plus immédiate que le temps de l'écriture et l'édition d'un livre papier qui, elle, est dans un espace-temps vraiment très différent. Là, le web permet de se rapprocher beaucoup plus en termes de délai. Donc voilà, on a monté un groupe de travail auteur et numérique et voilà, on essaie de leur proposer de s'exprimer, de partager avec les autres leurs performances, les difficultés de tenir ces blogs ou ces feuilletons en ligne, parfois du coup de s'associer entre eux, ce qui est tout à fait intéressant. Par exemple, je vous renvoie au feuilleton qu'écrit quelqu'un qui s'appelle Serge Bonnery et qui écrit un blog L'épervier incassable qui est vraiment intéressant et qui, par exemple, cet été, on a tous, je pense, été concernés par la question du centenaire de la guerre de 14-18. Donc voilà, Serge Bonnery, qui est quelqu'un sur le territoire de Perpignan, qui suit beaucoup la figure de Claude Simon, prix Nobel, qui est fortement resté attaché à son territoire où il est né, la ville de Perpignan et les Pyrénées-Orientales. Eh bien, Serge Bonnery a tout l'été dernier écrit un feuilleton sur finalement la famille de Claude Simon et notamment son père, qui avait fait la guerre de 14, eh bien, il a imaginé ce qu'avait été le quotidien du père de Claude Simon pendant l'été 14, et je pense que ça a tellement bien marché qu'il va continuer durant l'automne, l'hiver et probablement pendant 4 ans à imaginer à 100 ans d'écart, de manière numérique, en ligne tous les 10 jours à peu près, comment on pouvait répondre aujourd'hui de manière littéraire à cet hommage patrimonial. Et le résultat est assez chouette. Je termine par les bibliothèques qui se sont saisies très vite de la question des ressources numériques et des services qu'elles devaient proposer. Je dois dire qu'on a la chance en Languedoc-Roussillon d'avoir 2 bibliothèques numériques de référence à Montpellier et à Carré d'Art Bibliothèque à Nîmes. On a aussi un établissement que les BDP, il m'a semblé que la dame tout à l'heure était peut-être en poste dans un établissement tel qu'une BDP d'Alsace. On a l'établissement Pierre Vive, qui est la BDP de l'Hérault et qui est une toute nouvelle, de très nouveaux services, puisqu'en fait ça réunit à la fois la BDP, les archives et Hérosport, donc un établissement assez innovant. Et donc voilà, que ce soit cette BDP ou les 2 bibliothèques numériques de référence, il y avait déjà un sentiment très fort qu'il fallait proposer aux usagers de la bibliothèque des ressources numériques, qu'il fallait aussi penser la médiation. Et c'est là qu'on les a le plus accompagnés. En fait, les ressources numériques, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de PNB et du prêt numérique en bibliothèque, mais toujours est-il que, voilà, on a organisé plusieurs journées d'information sur ces services qui ne doivent pas être pensés uniquement à l'intérieur de la région, mais que probablement les bibliothécaires ont besoin d'échanger sur un territoire national, voire plus grand. Hein. C'est tout à fait intéressant de regarder les services en ligne en Scandinavie ou en Europe du Nord. Hein. Je pense que Laurent de la Bouglise et tout ce CRL qui est fortement en lien avec le territoire nordique et ce qui est proposé dans l'Europe du Nord, c'est vraiment tout à fait intéressant en matière de numérique. Donc voilà, je m'arrête là, je pourrais répondre à des questions plus précises. L'idée était donc
d'avoir monté ces groupes de travail, évidemment de les avoir fait se répondre les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas privé de faire venir les éditeurs qui fabriquaient des livres numériques, ou le collectif EBK qui éditait ce logiciel d'édition en ligne. On ne s'est pas privé de les faire rencontrer les bibliothécaires intéressés par les ressources numériques. On a aussi favorisé le dialogue entre les auteurs qui créaient de nouveaux livres numériques et justement les médiathécaires ou les libraires. Donc on a essayé de croiser tous ces gens et c'est pour ça que j'arrive donc à ma journée de Perpignan. On les a tous invités ensemble dans ce beau lieu qui est le Palais des Rois de Majorque à Perpignan et on a essayé de dialoguer. Alors bon, vous retrouverez à l'intérieur les diverses tables rondes et ateliers qu'on a proposés. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais je crois que il a été clairement ressenti par tous que l'interprofession était vraiment nécessaire et que sur des enjeux aussi prospectifs, innovants, où il faut probablement avoir une longueur d'avance, c'était très important qu'une structure comme la structure pour le livre, donc Languedoc-Roussillon Livre et Lecture en l'occurrence, était le lieu du dialogue et de l'attention aux autres maillons pour ne pas rester dans des enjeux cloisonnés. Et là, je rejoins parfaitement ce que Laurent et Brigitte ont dit tout à l'heure. La structure pour le livre est vraiment, nous semble-t-il, le lieu où peut s'organiser une journée comme ça, un aéropage de groupes de travail, comme je viens de le décrire, qui sont interconnectés, qui sont attentifs au dialogue, à l'échange, et qui permettent de dépasser, je dirais, une vue trop parcellaire ou trop professionnelle au sens sectoriel du terme. Voilà. Et la dernière manifestation de ça, c'est le Salon du numérique. Hein, donc, vous voyez, c'est ce qui est décrit à l'intérieur. On a donc proposé un salon où des fournisseurs de services en ligne ont été invités, donc bien sûr des fournisseurs de services aux bibliothèques, de services aux libraires qui sont des fournisseurs nationaux, et on a invité les acteurs en région qui avaient des choses à proposer aux autres à être également présents sur ce salon. Et la conclusion à laquelle on arrive, ça sera la fin de cette intervention avant d'être prête pour répondre à vos questions s'il y en a. La conclusion a été que ce salon était vraiment nécessaire et que donc l'année prochaine, pas forcément à Perpignan bien sûr, pas forcément de manière aussi importante parce que c'est aussi une journée qui a coûté cher, mais en tout cas on essaie de donner maintenant un rendez-vous annuel et donc peut-être qu'un an sur deux ça aura cette envergure-là. Je termine justement, puisque les questions de budget vous intéressent. Nous, on a pu organiser tout cet accompagnement depuis 3 ans et cette journée en particulier en juin grâce à un programme FEDER, des fonds européens, ce qui s'appelle FEDER Objectif Compétitivité. Et ça, c'est peut-être aussi une piste pour vous en Alsace. Vous êtes encore plus que nous au cœur de l'Europe. Et je pense que c'est très important de pouvoir envisager un financement avec ces fonds européens qui le permettent davantage et puis qui permettent aussi de s'ouvrir aux exemples des autres pays d'Europe. Je me permets de lancer peut-être une première série de questions. Numérique, d'ailleurs j'invite la salle à l'atelier numérique qui est prévu dans la programmation parce qu'il y a plein de sujets qui sont abordés. On a parlé de géolocalisation, du patrimoine. Je sais que nos amis bibliothécaires ont un projet de route du patrimoine écrit, géolocalisation, géoculture nous intéresse. La numérisation des œuvres, par contre, ça c'est un sujet qui risque d'être peut-être un peu plus difficile. Et je voulais poser une première question. Dans le cadre de votre démarche, CRL, mutualisation et travail sur la chaîne du livre dans sa totalité, ne vous semble-t-il pas avoir créé une rupture en permettant à des éditeurs de vendre directement des œuvres qu'on va appeler livres, bien qu'elles soient numériques, et peut-être en excluant quelque part les libraires? Excusez-moi, mais je vais changer très évidemment de casquette entre président de libraire et président de la CIL. Et ça, c'est un souci qui nous tient à cœur, de ne pas faire en sorte qu'un maillon
se sentent exclus d'une démarche que nous pourrions entreprendre. Premier niveau de question qui me semble important. Deuxième niveau de question, là je remets ma casquette de libraire. Nous avons eu effectivement dans l'association à lire un projet de mutualisation des stocks pour faire et de géolocalisation pour permettre aux consommateurs de commander. La question est, dans ce que vous avez entrepris, c'est un soutien direct du CRL, mais sous quelle forme concrètement? Financier pour construire une plateforme, ou de formation, ou d'accompagnement, puisque vous avez parlé de ce RAMS, qui est certainement un cas à part par rapport à l'autre, enfin à la structuration de la librairie en Languedoc-Roussillon. Voilà. Et dernier point que je voulais voir un petit peu avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez déjà un retour en termes de travail sur le numérique? Parce que nous avons, nous, en au sein, des gens qui nous poussent aussi à dire allons vers le numérique, faisons ci, faisons ça. Alors que nous, libraires, on est plutôt dans une situation en train de se dire peut-être urgent d'attendre parce qu'on ne sait pas trop. Est-ce que la balle est dans les mains des éditeurs nationaux qui ont peut-être laissé passer un train? Est-ce qu'il y en a un autre? Je ne sais pas. Voilà, toute une série de questions que nous avons en tête qui se mélangent. Vous avez peut-être, vous, moyen de nous éclaircir, de nous éclairer un petit peu là-dessus. Merci. Alors, de toute façon, vous avez déjà donné une partie des réponses dans le fait d'être, je crois, absolument pas manichéen. Ça, c'est resté extrêmement important dans notre esprit. Je pense qu'on a vraiment réussi à ne pas exclure un quelconque maillon de la chaîne du livre. Ça, c'était vraiment très important. Et que ce soit les libraires auxquels vous faites allusion ou les autres, je pense qu'un des premiers enseignements de ces groupes de travail, ça a été vraiment de se rendre compte que, en réfléchissant au livre numérique de demain, on parlait aussi beaucoup du livre papier d'hier et d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ces groupes de travail où il était question d'imaginer comment on devient éditeur de livres numériques ou comment on transforme sa pratique d'auteur en ligne, eh ben, on fait quand même toujours la même chose. C'est-à-dire que la question du format sous lequel le livre existe, qu'il soit donc papier ou numérique, ça reste un livre. Et que l'éditeur va toujours faire des choix éditoriaux, l'auteur sera toujours face à la question de sa page ou de son écran blanc. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais ça a été important pour les acteurs du livre de se dire que finalement, ça les rassurait de voir que le périmètre des questions qui se posaient pour aller sur ce terrain numérique était finalement un périmètre connu. Et qu'il restait, même si les repères changeaient, ils restaient, eux, dans le même métier. Après, avec bien sûr d'autres modalités, mais ça restait quand même des choses claires. Et le libraire, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que même s'il vend sur son portail, il vend un livre. Donc on n'a jamais autant parlé de conseils et de nécessité de prescription que dans tous les débats sur les libraires en ligne. Voilà. On ne cesse de dire que la valeur ajoutée des libraires moyens ou gros, mais pas mondiaux et géants, ça reste une valeur ajoutée en termes de conseils, en termes de relations clients, ainsi de suite. Donc voilà, je crois que la première chose, ça a été de dire qu'il fallait prendre conscience en fait que c'est un métier ou des métiers qui changent, mais que ça reste un cœur de métier qui est le même. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, concrètement, comment on a fait? Alors, les deux en général, on a fait des choses que les acteurs ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire de la veille, c'est-à-dire des journées d'information, de formation, c'est-à-dire, bon, nous on est une équipe de 6 personnes, on est mieux outillés que les associations sectorielles qui ont pas ou un salariés et qui ne peuvent pas organiser voilà, une journée avec 200 personnes, 40 intervenants, ainsi de suite. Donc on a fait pour eux ce qui était de l'ordre interprofessionnel et ensuite on est allé chercher des fonds
pour leur mettre à disposition. Donc on n'a pas bien sûr fait de reversion de subventions, parce que ça c'est interdit par la loi, mais en revanche, la DRAC Languedoc-Roussillon par exemple avait vraiment mis dans sa programmation budgétaire de l'aide pour les libraires, pour qu'ils arrivent à créer une brique vente en ligne sur leur propre site web. Et on a géré cette ligne de 10 000 € de la DRAC en termes de trouver, repérer les petits ou moyens libraires qui voulaient vendre en ligne sur leur site. Et on a trouvé pour eux les meilleurs prestataires. Donc on a vraiment été à l'articulation entre l'argent de la DRAC. Je vais donner par exemple l'exemple de la librairie Torcatis à Perpignan qui, elle, a rencontré Tite-Live, leur site web, et qui du coup a demandé à Tite-Live, grâce à l'argent de la DRAC qui était mis à disposition, de développer les moyens de vendre en ligne, ce qui était pour eux des fonds très rares. Par exemple, c'est une librairie qui est évidemment en pointe pour tout ce qui est littérature catalane et aussi sur la guerre d'Espagne. Ils ont un assortiment très remarquable et grâce à Tite-Live et à ce service qui a été développé, ils vendent aujourd'hui dans le monde entier des livres sur la guerre d'Espagne. Ils ont des clients au Canada, en Amérique, etc. par exemple. Non, alors d'abord, nous, on n'a plus d'association de libraires depuis plusieurs années, et ça a été effectivement au coup par coup. Là, on vient de voir, par exemple, le Parfeuille, qui est une librairie à Uzès. On les a aidés, grâce à la gestion d'une partie de cette enveloppe, à s'affilier au libraire.fr. Voilà. Et je pense que tout seul, ils n'y seraient pas allés aussi vite, parce que voilà, c'est une librairie qui est à céder d'ailleurs, hein, c'est un couple qui la tient et qui souhaite prendre sa retraite. Ils ont une très belle librairie qui vend bien, qui fonctionne bien, mais dans la perspective de la vendre, ils ont trouvé intéressant aussi de vendre en ligne, et donc je crois que c'était pas très simple pour eux d'aller repérer quel prestataire pourrait le faire, et les libraires.fr, ils ont commencé à les rencontrer grâce à ces journées d'information qu'on a faites, et puis petit à petit, puisqu'il y avait une prise en charge de la facture par cette enveloppe DRAC qui était possible, ils ont franchi le pas. Oui, nous avons au sein de l'association à lire, l'association des libraires, un projet de plateforme mutualisée où chaque libraire remonterait ses stocks et le consommateur pourrait ou le faire réserver et aller dans la boutique, ce qui est du plus grand intérêt, ou effectivement l'avoir chez un collègue faisant circuler le livre. On n'en est pas encore au point de vouloir expédier. Mais dans votre expérience, donc, c'est vraiment une action libraire par libraire que vous avez menée. Mais pensez-vous qu'une action de mutualisation des moyens telle que nous l'envisageons est recevable dans une démarche telle que celle que vous avez entreprise? Oui, elle est recevable, et nous, on souhaiterait vraiment. Hein. On est malheureusement un territoire où la mobilisation des libraires reste très difficile. Ils ne sont pas décidés à remonter une association. On a une association sur Montpellier qui est Cœur de Livre, qui regroupe les libraires et qui organise de manière importante avec la mairie de Montpellier la Comédie du Livre. On a une autre, c'est un GIE, par exemple une association sur Nîmes, qui est un GIE qui s'est formé pour répondre à des appels d'offres publics de livres. Donc là, pour l'instant, Cœur de Livre à Montpellier, ils ne sont pas très partants sur des projets comme ceux auxquels vous faites allusion. En revanche, à Nîmes, ça part un petit peu. Donc là, on réfléchit. Je vois notre collègue de PACA qui est derrière vous. Il y a une initiative très intéressante de libraire à Nice. On a regardé ça de près et je pense que vous pourriez le faire aussi. Hein. Oui, parce qu'on se rend compte qu'on a certes quelques disparités de taille entre les libraires qui adhèrent à l'association, mais surtout, on se rend compte qu'on a un vrai problème de coût, que certains envisagent de prendre en charge sans problème, et d'autres ne peuvent absolument pas. Donc s'il y a une aide, ne serait-ce que dans le démarrage, la création de la plateforme, et qui peut être transitée par la CIL ou par le CRL, ou je ne sais que c'est, ça serait quand même le bienvenu dans cette démarche, et qui permettrait, je pense, de convaincre les derniers réticences. Mais c'est vrai qu'à PACA, ils ont fait quelque chose de sympathique. On peut peut-être avoir le témoignage. Prendre le micro. Puisqu'elle est là, c'est bien qu'elle en parle. Merci.
Oui, c'est une association qui a 4 ou 5 ans maintenant, je crois quelque chose comme ça, peut-être même 6, qui avait été créée un peu à l'image de ce qu'avaient fait les libraires à Rouen, pour répondre ensemble à des marchés, à des appels d'offres, et pour répondre aussi ensemble à une mutualisation, une possibilité de mutualisation, de tenue de tables de livres lors de diverses manifestations, parce que tous les marchés de la BMVR en particulier étaient un peu captés par une seule librairie, et c'était pas mal pareil pour d'autres manifestations. Donc évidemment les autres libraires indépendants n'étaient pas très contents, on leur a conseillé de faire ça, et ça semble plutôt bien marcher. Voilà. Dans les actions libraires, je voulais juste témoigner d'une action qu'on a menée, parce que je pense qu'il faut vraiment mobiliser tous les partenaires autour de la librairie. Il faut vraiment arriver à élargir le cercle. La question de la librairie concerne vraiment tout le monde. Et nous, on s'était posé la question. On a un festival des Boréales qui fait venir beaucoup d'auteurs, qui touche énormément de monde. Et on s'était dit... Alors, on travaille bien sûr avec l'association des libraires de Caen, qui assure la vente des livres sur la manifestation. Mais il nous semblait que quand même, cette manifestation pouvait nous apporter plus. Donc, on a fait une formation avec les libraires, et ça rejoint un peu ce que disait Brigitte tout à l'heure. On a fait une formation sur l'accueil d'un auteur en librairie. Et puis, une dizaine de libraires se sont montrés vraiment intéressés pour s'inscrire dans le programme des Boréales, pour accueillir des auteurs nordiques, ce qui n'est pas toujours si facile, parce que les auteurs nordiques ne sont pas toujours très connus. Il y a des grands, bien sûr, des grands noms, et puis il y a aussi des nouveautés. C'est aussi le rôle du festival de faire découvrir des jeunes auteurs, des nouveaux auteurs. Donc il y a un élan qui s'était mis en œuvre avec les libraires. Donc on a publié très traditionnellement un programme de rencontres dans les librairies. Puis là, on s'est dit quand même, il faut aller au-delà de ça. Et notamment la question du numérique se posait. On était en train de travailler avec les libraires, un peu à l'image de ce qui se fait en Languedoc-Roussillon sur le numérique. Donc on a proposé avec la société Diffusia à chaque libraire d'envoyer à tout son réseau, tous ceux dont ils ont l'adresse mail, à tout son réseau, un catalogue complet de la bibliographie de tous les auteurs qui étaient invités au Boréal, avec la possibilité, en cliquant dans le document, d'être envoyé sur le site de la librairie elle-même, où ils pouvaient soit acheter le livre en ligne si le libraire était équipé pour faire de la vente en ligne, soit le réserver s'ils ne pouvaient pas l'acheter en direct. Et ça, c'était une opération, c'est typiquement le type d'opération qui peut vraiment permettre d'associer plusieurs partenaires et qui est vraiment très structurant, puisque là, on passe un message fort, c'est vous achetez votre livre en ligne, c'est pas forcément sur les grands opérateurs de vente en ligne. Vous pouvez l'acheter chez votre libraire, votre livre, celui que vous souhaitiez. Soit vous allez le chercher après si vous le réservez, soit vous allez le recevoir si le libraire est équipé pour pouvoir l'expédier. Voilà, c'est typiquement ce type d'opération qu'il faut arriver à faire. Là, la structure du livre a un rôle déclencheur. On l'a fait, nous on a la chance d'avoir une association de libraires en Basse-Normandie. Ça a été monté en partenariat avec l'association des libraires de Basse-Normandie, qui maintenant s'est emparée de cette opération et qui désormais gère elle-même cette relation avec la société Diffusia, et maintenant toutes les librairies, il y en a une vingtaine maintenant qui ont rejoint ce dispositif, peuvent envoyer très régulièrement des messages, des newsletters, des mails à l'ensemble de leur réseau pour annoncer les rencontres dans leur bibliothèque, pour faire part de leur coup de cœur et pour parler des opérations spéciales qu'ils vont pouvoir faire avec des manifestations littéraires. Et ça concerne y compris les petites librairies qui n'ont pas de site internet. C'est tout l'intérêt de faire ce type d'opération, c'est de ne pas toujours traiter avec ceux finalement qui sont déjà équipés et qui finalement concerne toujours le réseau le plus puissant sur le territoire, mais aussi donner la possibilité à de toutes petites librairies, vraiment dans des petites villes, et chez nous il y en a beaucoup, c'est de pouvoir bénéficier aussi de ce dispositif avec la même visibilité, avec la même qualité de prestation et avec la même efficacité. Voilà. Ça, c'est typiquement ce type d'opérations qui peuvent être menées, et ça fait partie de tout un ensemble, bien sûr, de choses qui peuvent être menées autour de la librairie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pris un petit peu la parole, mais c'est Cécile qui va répondre aux questions. Merci. Oui, une question
qui me trotte dans la tête depuis que j'ai écouté la description de la très belle manifestation des Petites Fugues et la petite début de conversation qu'il y a eu sur la place qui était faite aux auteurs locaux, aux éditeurs locaux, etc. Est-ce que dans vos régions respectives, donc j'ai entendu par exemple que sur le numérique vous aviez fait en Languedoc-Roussillon un gros travail de mise en réseau des différents acteurs, éditeurs, les bibliothécaires, libraires, etc. Ça, je trouve ça très bien. Est-ce que dans vos régions respectives, il y a des opérations qui sont menées ou chapeautées par les structures régionales pour permettre la mise en contact des éditeurs et des auteurs régionaux dans leur propre région? Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce que vous favorisez par des manifestations publiques, par des rencontres en bibliothèque, par des documents, je ne sais pas, cette connaissance de ce qu'on a chez soi, de la création régionale, qui peut être, il me semble, de qualité, enfin, j'espère. Je vais répondre pour la Franche-Comté. En Franche-Comté, nous avions jusqu'à maintenant un site internet qui fonctionnait bien. Il a été piraté, donc l'exemple est peut-être un peu moins bien choisi, mais toutefois, le CRL répertoriait toutes les parutions des auteurs de la région. Donc c'était déjà une façon de mettre en lien et de proposer une vitrine importante. Je vais vous parler d'une toute petite manifestation qui a été organisée par le CRL il y a 15 jours. Les mots doux, qui n'est pas portée, cette manifestation, qui n'est pas du tout portée par le CRL. Nous avons fait du lien en proposant simplement un apéritif, alors qu'il y avait des auteurs régionaux, des éditeurs régionaux. C'est porté par le Conseil général, mais le CRL a invité à la fois la DRAC, la région, les auteurs, tous les auteurs invités, non invités sur ce salon, pour simplement se retrouver. Donc je crois qu'un des rôles un rôle fondamental de nos structures, c'est de faire du lien. Alors, par toutes les formes que ce soit, est très adapté au tissu local, c'est-à-dire, alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a, ce qu'expliquait Cécile à propos de ces journées sur le numérique, tous ces groupes de travail qui se retrouvent une journée entière pour partager leur connaissance du sujet, l'état d'avancement de leurs travaux, etc., etc. Voilà. Alors pour les auteurs en Franche-Comté aujourd'hui, il y a pas énormément de choses qui sont faites, mais toute manifestation qui est pensée, que ce soit pour les librairies, l'édition, les manifestations, les auteurs, elles sont toujours pensées pour le CRL, avec les autres acteurs du livre. Voilà ce que je peux dire. Et pour ce qui nous concerne, votre question m'a un peu surprise parce que nous, on ne fait que ça. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on n'est pas du tout porteurs de manifestations littéraires. Hein, c'est un choix de la structure. Donc, nous ne programmons jamais d'auteurs hors région, qu'ils soient français, nordiques, suisses ou du monde entier. On ne travaille qu'avec les auteurs et les éditeurs de la région et du 1er janvier au 31 décembre. Donc, qu'il s'agisse de monter une journée autour du patrimoine, on regarde quelles sont les richesses. Par exemple, là, on a fait une commande littéraire à des auteurs et à des illustrateurs pour répondre à de la presse ancienne qu'on avait numérisée. On l'a fait avec des auteurs de notre territoire. Quand on décide de participer à une manifestation sur les langues régionales, on invite de la littérature contemporaine de la région à dialoguer avec les autres événements qui sont proposés. Voilà, c'est notre ADN même. Hein. On ne travaille qu'avec les auteurs et les éditeurs et leur promotion. Alors on a nous aussi un outil de base de données des publications qui sont faites en région. On a ça sur notre site et on est toute l'année en dialogue avec, peut-être pas les 140 manifestations de la région, mais je dirais une bonne moitié d'entre elles, qui nous disent ça serait bien qu'on s'associe pour une soirée, voilà. Et donc on leur propose des auteurs ou des auteurs édités en région ou des éditeurs qui éditent des auteurs d'ici ou d'ailleurs pour favoriser leur meilleure connaissance de ces productions.
Je vais vous rassurer, on ne fait pas seulement la promotion de la littérature nordique, ça nous arrive aussi de regarder un peu par la fenêtre ce qui se passe. Non, évidemment, c'est évidemment au cœur de notre activité. Bon, juste en 2 mots, nous, en Basse-Normandie, le CRL organise la présence de l'édition régionale au Salon du Livre de Caen, qui est le plus gros salon dans notre région, et ce qui permet, en lien avec l'ARL Haute-Normandie, d'accueillir des éditeurs des 2 régions, une quarantaine d'éditeurs quand même présents sur un gros salon. Un cas un peu particulier, c'est un truc qu'on avait lancé aussi avec la Haute-Normandie. On publie un catalogue de ce qui va apparaître dans les 6 mois. Ça paraît idiot, mais on parle toujours de ce qui est publié, mais en fait, on est toujours un peu en retard. Notamment pour les organisateurs de manifestations littéraires, pour les libraires qui préparent leur table pour les fêtes qui vont venir. Donc, en partenariat, justement, en discussion avec les libraires, on s'était dit, il faudrait qu'on essaye de trouver une solution pour que les éditeurs fassent savoir plus tôt ce qu'ils sont en train de préparer, notamment, et c'est vraiment consacré exclusivement aux éditeurs régionaux. Donc, on publie tous les 6 mois un catalogue très complet de tout ce qui va apparaître dans les 6 mois qui viennent, de tous les éditeurs de la région. Et ça, c'est extrêmement demandé. On l'envoie à toutes les bibliothèques, à tous les organisateurs de manifestations littéraires, on les envoie aux journalistes, on les envoie à des gens qui ont besoin de savoir à l'avance ce qui va se passer. Et souvent, la presse, d'ailleurs, nous réclame le PDF avant même qu'il soit publié pour qu'il puisse boucler, parce que c'est un mensuel et qu'il boucle tout. Voilà, c'est typiquement aussi ce genre d'action qu'on peut mener. Sinon, on organise aussi, mais c'est plus ponctuel, des petits déjeuners avec des éditeurs, mais ça on s'est inspiré un petit peu de ce qui s'était passé en Languedoc, entre éditeurs et libraires, c'est-à-dire qu'on va dans une ville et on invite tous les libraires à rencontrer quelques éditeurs qui ont des choses particulières, qui ont des nouveautés importantes, qui viennent avec 1 ou 2 auteurs. Ça se passe très tôt le matin, enfin au moment du petit déjeuner, c'est un vrai petit déjeuner, ce qui permet au libraire d'avoir sa journée qui ne soit pas trop amputée et d'avoir un moment vraiment de dialogue très direct, et volontairement on fait ça dans un tout petit comité pour que le dialogue puisse se construire et qu'il n'y ait pas de dilution, disons, un petit peu de la discussion. Par contre, on avait monté un forum un peu de l'édition régionale pour la librairie, c'est-à-dire qu'on faisait un mini salon professionnel. Ça, par contre, on l'a arrêté, parce que ça, par contre, ça ne marchait pas. Ça, les libraires ne sont pas assez disponibles, ils n'arrivaient pas à se libérer suffisamment pour que ça mérite d'être continué. Donc, ça, par contre, on l'a arrêté. Puis, bien sûr, mais ça, c'est le cas de tous mes collègues, on emmène les éditeurs régionaux au Salon de Paris tous les ans sur un stand dédié qui leur est réservé. Oui, j'aimerais dire que tous vos témoignages sont tout à fait passionnants, mais j'observe quand même que les centres que vous dirigez comptent 4, 5, 6 salariés, si j'ai bien compris, ce qui veut dire qu'en Alsace, dans le domaine, vous avez encore une très très belle marge de progression. Et j'aimerais poser maintenant une question à monsieur de la Bouglise, là, par rapport aux Boréales, qui sont un événement connu nationalement. Je crois qu'à France Culture, on en parle toujours. J'aimerais savoir comment un territoire comme la Basse-Normandie, vous en êtes venu à vous intéresser comme ça aux auteurs nordiques. On a du sang nordique en Basse-Normandie. Vous savez que les Normands, ils ont quand même, les Vikings ont envahi la Normandie. Et d'ailleurs, je vous recommande, mais là je vais faire aussi ma publicité, vous allez on vient de sortir un tout nouveau site pour les Boréales, lesboréales.com, et vous verrez, on vient de publier cette année avec l'aide de la DRAC, qui nous a financé dans le cadre d'une bourse numérique justement, un document interactif qui va complètement répondre à votre question, c'est quels sont les liens de la Normandie avec les pays du Nord, et vous verrez qu'il y en a de multiples, et parce qu'effectivement, on a toujours eu une accointance, disons, avec les pays du Nord. On a des lycées qui ont des classes norvégiennes, par exemple. On a des classes, oui. Et puis après la guerre, par exemple, la Suède a joué un rôle très important dans la reconstruction. Ils nous ont fourni des maisons clés en main. On a encore des quartiers suédois, par exemple, à Caen, et qui sont construits. Ce sont des maisons qui s'arrachent. D'ailleurs, maintenant, tout le monde a envie d'avoir sa maison suédoise. Et ce sont des maisons qui avaient été construites juste après la guerre. Et les Suédois sont arrivés avec tout. Ils arrivaient en bateau. Ils sortaient les maisons. Il y avait juste à les monter. Et elles tiennent toujours. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des liens comme ça. Là, c'est un petit peu anecdotique, mais on a vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, les Boréales, en fait, c'est parti au départ de l'université. Puisqu'il y avait ce lien très fort. Il y avait un institut nordique très fort à Caen, qui à la fois permettait à des étudiants français d'étudier les langues nordiques, mais aussi aux futurs enseignants de français dans les pays du Nord de venir parfaire leur formation ici, en Normandie. Et donc c'est un lien qui s'est créé, qui est
très durable, et qui finalement a donné en 92 première édition des Boréales, qui a été lancée par l'université, qui était au départ une manifestation strictement littéraire et qui ensuite assez rapidement s'est ouvert à plein d'autres disciplines culturelles, puisque c'est un peu la caractéristique aussi des pays du Nord, c'est de penser vraiment globalement la culture. On segmente pas comme nous, on segmente beaucoup chez nous, et c'est pas rare quand on invite un auteur nordique d'apprendre qu'en même temps c'est un rocker célèbre dans tout le pays et qu'il a une activité de sculpteur dans ses loisirs. Voilà, donc, et pour un nordique, c'est pas pénalisant et ça va pas nuire à une de ses activités. C'est pas parce que c'est un très bon rocker que pour autant ça sera un mauvais auteur, parce qu'on a tendance un peu à penser chez nous. Et donc voilà, donc c'est pour ça que les Boréales, très vite, ça s'est imposé de faire un festival global, mais la littérature reste extrêmement présente, hein, puisque plus de la moitié de notre programmation est consacrée à la littérature, et notamment on a un très gros travail, là ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, sur le territoire, où on a énormément de rencontres d'auteurs un petit peu partout, dans les librairies, les bibliothèques, beaucoup en milieu scolaire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai une question, enfin c'est une question qui concerne peut-être plus les éditeurs. Est-ce que vous avez évoqué le Salon du Livre de Paris, où vous avez des stands régionaux, si j'ai bien compris? L'Alsace n'a plus de stand. La Franche-Comté non plus. Bah. Moi non plus. Je vais quand même laisser le micro à mon ami Pierre Marchand, qui est l'un des éditeurs, va peut-être vous demander quel bilan vous faites, vous, du Salon de Paris, et quelle expérience il a, lui. Non, enfin oui, bon, c'est poussé par mes camarades hein, que je vous dis ça, mais donc les éditeurs alsaciens ont décidé, les éditeurs, pas la structure, pas la région, ont décidé en 2009 d'arrêter d'aller à Paris parce qu'on a constaté, et franchement c'est pas faute d'avoir essayé, qu'en étant alsacien sur le Salon du Livre de Paris, le seul moyen d'intéresser le monde, c'est de mettre une tireuse à bière et de distribuer des knacks. C'était un petit peu la conclusion très, très raccourcie. Hein. Alors, quelle est la conclusion que vous avez pu tirer, avant d'en partir ou d'y rester, de stands régionaux, dont justement le dénominateur commun, c'est d'appartenir à un territoire? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on emmène nos éditeurs dans une région qui sont installés dans une région, mais qui ne sont pas forcément régionalistes. C'est-à-dire que leur ligne éditoriale peut très bien n'avoir absolument rien à voir avec la région où ils sont implantés. Ils pourraient être aussi bien à l'autre bout de la France. Et on les emmène à Paris. Et on les met sous la bannière Normandie. Pour moi, hein, c'est la Normandie. En leur disant, celui-là, il est normand, hein, je vous assure, il est normand. Et moi, ce qui m'avait frappé, on avait les éditions des Équateurs qui étaient venues s'installer en Haute-Normandie, à côté de Dieppe. Donc, vraiment, Frémont, ancien de la Table Ronde, de très bon éditeur. Je vais le voir, je dis, vous savez, on a un stand à Paris, c'est génial et tout. Jamais je n'y mettrai les pieds, il me répond. Mais alors jamais. Moi, je suis éditeur, je suis venu m'installer en Normandie parce que je suis originaire de Dieppe et que j'adore la région, mais jamais je ne dirais que je suis un éditeur normand. C'est ma mort si je fais ça. Il avait raison. Et l'Équateur, ça marche très bien pour lui, merci pour lui, mais il n'est jamais venu. Alors voilà. Après, il y a des éditeurs qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin d'exister, qui ont besoin d'aller défendre leurs marques. Alors donc, c'est vrai que tous les ans, on se pose la question, est-ce que c'est pertinent de mettre l'estampille normande sur un éditeur qui, lui, de toute façon, a sa propre vie et il n'a pas besoin d'ancrer territorialement forcément sa production. Pour certains, c'est important, pour d'autres, moins. Donc voilà. Donc c'est un équilibre. On laisse toujours libre, bien sûr, les éditeurs de venir. Nous, on a finalement, aussi à la demande de nos tutelles, maintenu le principe d'être présent à Paris. Ça coûte très cher. Hein, c'est vraiment, sur notre budget, ça pèse vraiment très lourd. Pour un petit nombre d'éditeurs, pour des résultats qui ne sont pas toujours forcément super satisfaisants. Je crois qu'il faut vraiment que les éditeurs aillent à Paris en se disant je vais défendre ma marque, je vais défendre ma ligne éditoriale et je vais élargir mon cercle et je vais faire partie de la grande famille des éditeurs en France. Voilà, je crois que ça c'est vraiment important. Vendre des bouquins, aller à Paris pour vendre des livres, ce que je leur dis toujours, vous savez, vu ce que ça nous coûte et vu le budget qu'on fait, on ferait mieux de vous acheter vos bouquins avant de partir, vous restez chez vous, ça nous coûtera moins cher, tout le monde sera content, vous aurez vendu autant de bouquins. Donc si c'est seulement pour vendre des livres, c'est vraiment pas la peine d'y aller, ça fait plaisir, on a l'impression d'y être pour quelque chose quand on vend des livres, ça maintient le moral évidemment, donc on vend bien sûr des livres, mais ça peut pas être que pour ça.
Hein. Donc ça, c'est tout l'important. Et nous, d'ailleurs, ce qui est flagrant, c'est que nous, la communication Normandie, on va plutôt avoir tendance à la baisser. Et par contre, on augmente beaucoup en termes de visibilité sur le stand, la communication sur le nom de la maison d'édition. On avait tenté une année, mais je crois que certaines régions l'ont tenté, je vais laisser la parole à mes collègues, à certains éditeurs, on leur disait, écoutez, allez vous installer dans votre propre stand, on vous aidera à payer votre stand, mais vous n'êtes plus sous la bannière Normandie, vivez votre vie. Ça n'a pas été simple, hein. On avait Motus qui était un très bon éditeur, on l'avait tenté, autrement dit, il y avait des éditions Petit à Petit qui avaient tenté ça, et puis ils reviennent toujours. Genre à un moment, ils reviennent quand même, parce que c'est pas si facile, parce que après on est confronté évidemment à tous les grands éditeurs qu'il y a autour, et que vivre tout seul dans le salon à Paris est pas forcément la meilleure solution. Il y a une idée qu'on aimerait bien développer, on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Je pense que ce serait de rassembler les éditeurs par thématique, qui viennent de plusieurs régions différentes, mais on est sur un thème et on se regroupe, on loue un stand à 3 ou 4, sur un thème fort, on met pas de bannière, si on met des logos de la région qui nous ont été à financer évidemment, mais c'est pas la bannière, hein, c'est le logo qui explique, qui finance, et par contre on défend vraiment son idée. Peut-être que c'est par là qu'il faudrait chercher. C'était une conclusion à laquelle on était arrivé aussi, puisqu'on a par exemple ici des éditions de musées, qui sont à Paris regroupés tous à peu près dans le même coin, pour qui c'était hors de question d'aller se perdre dans le quartier des régions. On a un éditeur très important à Strasbourg de pédagogie qui avait rien à voir avec voilà, l'identité régionale, etc. Donc c'est vrai que la demande était de pouvoir se regrouper par thématique. Le souci, c'est que ça explose le coût. Parce qu'un stand global, ça coûte déjà très cher. Mais éparpiller les éditeurs sur des stands divers, ça... Là, il faudrait que ce soit une réflexion globale, et je vous dirai un mot après de la FIL qui peut avoir un rôle déterminant aussi sur cette question-là. Je crois qu'il faut le penser nationalement à ce moment-là. Il ne faut pas le penser à l'échelle de l'Alsace. C'est pour ça que je vous dis que si on fait des stands de thématiques, il ne faut pas que ce soit seulement des gens d'Alsace. Il faut que vous ayez des éditeurs de l'Aquitaine, de la Bretagne qui viennent vous rejoindre. Et à ce moment-là, vous mutualisez complètement les coûts, et on peut très bien arriver quand même à ce que ça marche. Moi, ce qui nous avait frappé, ce qui nous avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a 3-4 ans, il y a les éditions religieuses qui s'étaient regroupées sur un stand. On ne les voyait pas dans le salon, les éditions religieuses. Et le jour où ils se sont regroupés sur le même stand, ça a complètement explosé, on parlait d'eux, ils étaient très visibles, et ils nous ont tous dit que pour eux, c'était absolument formidable, parce qu'ils avaient travaillé sur une thématique. Donc voilà, c'est une des pistes sur lesquelles je pense qu'il faudrait arriver à travailler. Mais l'autre possibilité aussi, c'est en parlant de territoire, que des éditeurs avec un catalogue très spécialisé se rendent sur un salon thématique en France qui correspond à son territoire, à sa thématique, c'est-à-dire le salon du livre d'histoire pour les éditions qui font de l'histoire, marché de la poésie pour les éditeurs de poésie. Et je pense que c'est une autre façon d'aider aussi les éditeurs, c'est de les aider à se déplacer sur des salons qui correspondent à leur thématique, plutôt que d'aller sur des salons très généralistes où ils sont noyés très souvent. Nous, on est arrivé à cette conclusion-là, effectivement. La région, en dialogue avec les éditeurs et avec la structure pour le livre, ont jugé plus intéressant, en fait, de garder la ligne budgétaire qui était équivalente au coût du salon, du stand Languedoc-Roussillon au Salon du Livre de Paris. Et grâce à ça, un dispositif a été monté qui s'appelle Aide aux éditeurs pour exporter et promouvoir leur catalogue. Et en fait, chaque éditeur a droit à 3 destinations. Et c'est un dispositif qui est très peu sélectif. On arrive à soutenir quasiment toutes les maisons d'édition qui sollicitent une aide pour leur présence sur 3 salons. Donc beaucoup choisissent Paris, mais en plus il y en a 2 autres. Donc on a démultiplié le montant financier dont il était question, et ils y vont donc seuls. Donc comme dit Laurent, c'est pas toujours simple. Il y en a 1 ou 2 qui vont sur le stand édition religieuse, les autres se situent dans des endroits variés du Salon du Livre de Paris, d'autres n'y vont pas du tout, mais au final c'est beaucoup mieux. Je vais prendre ma casquette de président de la FIL pour vous parler, je vais vous dire un mot de cette fédération qui est essentielle dans tout ce qu'on nous a décrit là dans les actions. En tout cas, je parle vraiment pour moi, mais je pense que mes collègues seraient d'accord. Il y a peu de choses qui auraient pu être faites si on n'avait pas eu la FIL derrière pour nous aider à réfléchir ensemble. La FIL, c'est la fédération qui regroupe toutes les structures régionales du livre. Donc il y en a 22 en France, et elles sont toutes adhérentes de la FIL.
on peut dire maintenant, hein, c'est le CRL Franche-Comté qui a fini de boucler la liste et qui n'était pas encore adhérent. Et donc ça montre aussi donc que cette fédération, elle sert vraiment à quelque chose. Elle regroupe les structures du livre, mais elle regroupe aussi d'autres structures, notamment les grands établissements nationaux comme la BNF et la BPI font partie aussi de la FIL, et ça c'est très important aussi pour nous dans le débat en interne. On a aussi des associations comme Images en bibliothèque, des choses comme ça. Et puis aussi, depuis la réforme de nos statuts il y a quelques années, des conseils généraux qui peuvent directement adhérer, des conseils régionaux, pardon, qui peuvent directement adhérer à la FIL. Donc actuellement, on a 6 régions qui sont adhérentes de la FIL, l'Aquitaine, la Corse, l'Île-de-France, Limousin, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont directement appliqués. Donc c'est pour dire aussi que la fédération nous permet bien sûr de réfléchir ensemble, de mutualiser. On parlait tout à l'heure du numérique, on a une plateforme initiative numérique qui a été mise en place à la FIL. Allez y jeter un œil, vous verrez, il y a énormément de choses. C'est un lieu vraiment de veille sur toutes les innovations numériques dans les régions. C'est un lieu, la FIL, lieu d'interprofession. C'est vraiment un endroit où on se croise, on croise les pratiques des différents métiers, mais aussi où ce qui se passe dans les régions va être valorisé. Hein, c'est-à-dire que c'est un endroit où chacun peut faire remonter au niveau national, par exemple ce qui a été mené en Languedoc-Roussillon, qui est vraiment passionnant, autour du numérique. On va le retrouver sur le site de la FIL. On va avoir l'occasion d'en parler, de présenter ça lors de séminaires nationaux avec des représentants des ministères, avec les représentants de l'ensemble des acteurs, des grandes fédérations comme la fédération des élus des régions, l'ARF ou pour les départements, pour à tous les différents niveaux de collectivité. Donc ça nous permet de donner de l'écho à notre action, hein, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre région prend un sens et va s'inscrire vraiment dans une réflexion beaucoup plus large au niveau national. Voilà, donc pour ça c'est vraiment, je pense, sans vouloir m'éterniser trop sur cette fédération qui pour nous tient vraiment à cœur, qui a une petite équipe en moyenne de 3 personnes et qui publie beaucoup d'informations, qui a un énorme travail de veille. Abonnez-vous à Infofil, qui est notre newsletter, vous verrez, vous y trouverez vraiment énormément d'informations précieuses. Et ça, je crois que là-dessus, on a une équipe qui est assez formidable en termes d'observation. On publie beaucoup de choses. Je vous parlais tout à l'heure du travail qu'on est en train de faire en Basse-Normandie sur la carte documentaire. La FIL a mené tout un travail de réflexion sur la conservation partagée, par exemple. Et là, c'est vraiment tout ce qui s'est fait dans les régions a pu être remonté au niveau national pour vraiment en tirer quelque chose. Donc, c'est une vraie expertise nationale qu'on retrouve. Ça permet à chacune des structures du livre de s'inscrire dans une réflexion nationale, une réflexion globale, et donc de modéliser un petit peu ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire qu'on mène beaucoup d'expériences dans nos régions. Et parfois, si on reste chacun dans son coin, les expériences, parfois, elles vont tomber et on ne saura pas trop pourquoi finalement ça n'a pas marché, alors qu'on a un collègue à l'autre bout de la France qui a tenté la même chose, et lui par contre ça a marché. On ne sait pas trop non plus pourquoi, mais en confrontant les deux, on finit par comprendre finalement la mécanique, tout ça, ce qui était en jeu derrière, et ce qui finalement a fait que d'un côté ça a marché, de l'autre pas. Donc là on a publié, sur la librairie par exemple, on a fait un gros travail sur la formation des libraires, puisque toutes les structures maintenant travaillent quasiment toutes sur la formation continue, donc avec une observation très précise des demandes, de ce qui remonte du terrain et puis aussi de l'offre. Qu'est-ce qu'on trouve en termes de formation? Donc là, on a publié, c'est en ligne sur le site de la FIL, on a publié vraiment une réflexion très profonde sur les pratiques de formation en librairie et qui accompagne notamment les grandes structures actuellement, les grandes organisations professionnelles accompagnent leur réflexion propre sur l'offre de formation pour la librairie. Les contrats de progrès, vous êtes en Alsace parmi les pionniers des contrats de progrès autour du livre. On a eu l'occasion, avant de lancer nos contrats de progrès, vraiment de travailler cette question avec le ministère de la Culture dans le cadre d'un séminaire organisé par la FIL et le service du livre à la BPI, où on a pu vraiment modéliser ce que pourrait être ce contrat de progrès, à partir d'exemples précis, celui de l'Alsace, celui du Limousin, qui étaient les tout premiers à être mis en place. Et puis, on en parlera demain matin dans notre table ronde sur le numérique. La FIL peut aussi avoir un rôle de portage d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a un gros projet qui est en train d'émerger. Il faut arriver à l'expérimenter pour voir si ça a un sens au niveau national. C'était le cas pour Géoculture, la France vue par les écrivains, où là, la FIL a porté pendant 2 ans une expérimentation pour aller
fond de cette question, voir si ça pouvait marcher. Son rôle, c'est pas de le porter définitivement, on n'est pas opérateur, mais par contre, comme pour les structures du livre qui souvent, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on avait fait autour de la librairie avec Diffusia, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on expérimente, on voit si ça peut marcher, et ensuite, et bien sûr, ce sont les acteurs qui doivent s'en emparer et pouvoir en faire un usage. Voilà. On travaille pour les dernières choses sur lesquelles on travaille en ce moment. Par exemple, on travaille en ce moment sur les marchés publics de livres en BU. Vous savez qu'on a eu quelques incidents en France de marché des bibliothèques universitaires qui ont échappé à des librairies de proximité, enfin des librairies de la ville. Donc on essaie de comprendre pourquoi, comment ça s'est passé, et donc on a pris plusieurs cas qu'on est en train d'étudier en ce moment, et ça c'est la FIL qui fait ça au niveau national, bien sûr en partenariat avec le ministère de la Culture. On est en train de faire aussi une étude qualitative sur l'action artistique et culturelle. Vous savez qu'en ce moment c'est vraiment important. Les structures livres portent beaucoup de ces actions. Hein, vous pouvez parler tout à l'heure des petites fugues. Et voilà. Donc, et si vous voulez connaître mieux aussi les structures de livres, eh ben on fait tous les 3 ou 4 ans un état des lieux des structures du livre en France. Et où là vous allez retrouver finalement tout ce qui s'y passe, et vous aurez tous les budgets. Tous, là, vous avez toutes les régions, on vous dira tout, qui finance quoi, ce qui vient de la région, ce qui vient de l'État, on n'a rien à cacher là-dessus. Et comme ça, ça vous permettra de vous positionner un petit peu par rapport à tout ça.